On a ce monsieur Keppel, là, qui semblerait être officiellement spécialiste de l'islam. C'est marrant, tous ces spécialistes de l'islam qui viennent pas de l'islam. Ça serait marrant de voir qu'en France, chaque fois qu'on a un type qui intervient sur le judaïsme, ça serait un musulman pratiquant, par exemple, ou un arabo-musulman. On se poserait des questions. Hein. Alors, ce monsieur Keppel a décidé aujourd'hui, on l'a envoyé au boulot, lui aussi, de dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y avait un lien. Alors, c'est Aziza qui fait ça aussi, hein, qu'il y a un lien systématique entre Daesh et moi. Ce qui est très frappant, c'est que aujourd'hui, les idéologies d'extrême gauche ont perdu beaucoup de leur efficacité. Un certain nombre d'idéologies d'extrême droite, certaines sont très anti-islamistes. Vous en avez d'autres, comme le monde de la diodosphère, de Soral, qui se rejoignent avec les islamistes radicaux. C'est évident que Daesh me déclare la guerre, me menace de mort, et que tout ce que je déclare depuis des années sur l'islamo-fascisme, non, l'islamo-fascisme, c'est pas moi, c'est l'islamo-sionisme et l'islamo-racaille, qui d'ailleurs amène à l'islamo-fascisme, tout ce que je déclare depuis des années là-dessus est une mise en garde contre tout ça. Et après, on a là-dedans des jeunes aujourd'hui, qui sont souvent d'anciens délinquants ou d'anciens paumés ou d'anciens rappeurs, qui se réislamisent sur un islam fantasmé qui, lui, est plutôt un islam salafiste, djihadiste, etc., et ce que j'appelle moi les islamo-racailles, tu vois, et qui sont, dont on parle très bien dans le film Un prophète, tu sais, là, le film Un prophète, là, voilà. C'est d'ailleurs des Français d'origine immigrée, issus du Maghreb, et dont l'assimilation a échoué pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées dans mes livres, et qui cherchent une identité valorisante, et là on leur offre quelque chose qui est la fierté musulmane, compris par un loupard de banlieue, qui n'est pas religieux, qui est un libéral en réalité, et qui a une formation de voyou, et d'un seul coup ça donne une espèce de machin, que j'appelle moi l'islamo-racaille, effectivement avec l'idée du djihad, qui est un truc un peu qui est le prolongement de la baston du bas de l'immeuble. Hein. Je suis celui qui a prévenu depuis le plus longtemps et le plus sérieusement contre les dangers qui amenaient à Daesh. Alors quand on lui pose la question, mais quel lien entre Soral et Daesh, puisque Daesh menace Soral, Daesh incarne tout ce que Soral dénonce dans les dérives de l'islamisme radical, il dit oui mais il y a congruence. De quel droit vous livrez-vous à un amalgame aussi douteux? Eh bien monsieur, je vous suggère de lire le livre, ce qui vous permettra d'avoir la réponse à votre question. Et ça, c'est pour égalité et réconciliation, c'est ça? Mais lisez, parce que vous verrez qu'il y a ce que j'appelle la congruence entre les deux types de discours. Alors évidemment, ce mot magique, là, comme ça, c'est un peu comme abracadabrantesque, quand Chirac était un peu gêné pour répondre à des questions légitimes. On rapporte une histoire abracadabrantesque. Alors, congruence, qu'est-ce que c'est? On est obligé de se dire, tiens, il y a congruence entre le soralisme et Daesh. Alors, le mot congruence, c'est un mot qui vient, comment dirais-je, des mathématiques, et plus précisément de la géométrie. Ça veut dire identité de forme. Hein, voilà. Donc il y aurait identité de forme entre Daesh et moi. Alors quand on prolonge la métaphore dans le domaine politique, ça veut dire qu'il y aurait équivalence. Alors que veut dire le mot congruence? Tout le monde me parle de ça, si je l'ai utilisé. Ça veut dire qu'il y a des récits qui fonctionnent quasiment de la même façon. Donc monsieur Keppel, quand on lui pose la question de la malhonnêteté d'associer Daesh à Soral, il dit oui mais il y a identité de forme, voire équivalence. Si on regarde par exemple la façon dont fonctionnent les sites proches de l'extrême droite, comme Égalité et Réconciliation par exemple, on voit que la grammaire politique, le mash-up, c'est-à-dire le fonctionnement en mettant des petites choses ensemble pour faire un esprit, l'esprit paranoïaque avec d'un côté le complot américano-sioniste, de l'autre côté le complot croisé, fonctionne de façon extrêmement similaire. Alors j'aimerais bien savoir en quoi il y a équivalence entre Daesh et Soral. Et malheureusement, si nous pouvions, même stratégiquement, retourner ces musulmans qu'on a instrumentalisés contre nous pour détruire le pays et en faire les meilleurs citoyens français et les meilleurs défenseurs de la France contre le projet de destruction mondialiste, il y aurait quelque chose de l'ordre de la justice immanente, de l'ironie hegelienne et du bien qui personnellement me donne envie de tenter la chose. J'aimerais que demain, ce soit les musulmans qui finalement nous aident à sauver la France du projet de destruction de la France qui est le pays. Mais lisez, parce que vous verrez qu'il y a ce que j'appelle la congruence entre les deux types de discours. C'est évident un mensonge total. La seule congruence qu'on peut trouver, c'est une certaine congruence entre l'idéologie de Daesh et l'idéologie sioniste religieuse ultra. Hein. C'est-à-dire au niveau de la prétention à la conquête territoriale au nom d'une religion. Cet endroit est aux Juifs, uniquement aux Juifs. C'est à nous, pas seulement parce que nous étions là ou que nous l'avons reçu. C'est à nous parce que depuis ce lieu, nous devons accomplir notre mission dans le monde. The Caliphate currently occupies around 35% of Syria, including most of its oil-producing region and a large part of Sunni-dominated Iraq. الحمد لله يوم الله جاب المسلمين
وانفتحت صارت ديار المسلمين ديارا واحدة لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى نحمد الله ونشكره ونتمنى أنه الوضع يسود إلى بغداد يصل ومن بغداد إلى الأحواز. La seule congruence qu'on peut trouver, c'est une certaine congruence entre l'idéologie de Daesh et l'idéologie sioniste religieuse ultra. Hein. C'est-à-dire au niveau de la prétention à la conquête territoriale au nom d'une religion et à la violence sanguinaire systématique. Mais je disais, parce que vous verrez qu'il y a ce que j'appelle la congruence entre les deux types de discours. Ce qu'il faut rappeler, c'est qui est Laurent Fabius. Laurent Fabius est un grand bourgeois dont le père est un grand antiquaire qui a rejoint le Parti socialiste alors qu'il ne venait pas du tout du mouvement du monde ouvrier. Bonsoir, c'est dans le magnifique manège du centre hippique du Bois de Boulogne que nous nous retrouvons ce soir. À côté de moi, un nouveau candidat, monsieur Laurent Fabius, qui sera dans quelques instants interrogé en littérature et qui a choisi, vous vous en doutez, le jumping comme épreuve sportive. C'est parti. Alors voici, ça c'est... La première est plus basse que les autres, mais ça je crois que c'est obligatoire. Voici le second, passé. Il en faut 8 sur 10. La troisième... Deuxièmement, il est l'homme du virage de la rigueur au niveau de... En 1983, c'est-à-dire quand il a été mis un terme à la courte expérience socialiste qui a succédé à l'arrivée au pouvoir de Mitterrand. Afin de relancer l'économie française, rongée par une inflation à 14% l'an, François Mitterrand veut doper la consommation populaire. En augmentant le SMIC, les salaires, les prestations sociales, le président poursuit un objectif politique, tenir les promesses de la campagne, mais aussi un objectif économique, refaire partir la machine industrielle, anémiée par 2 chocs pétroliers. Et que l'oligarchie bancaire a rappelé à l'ordre les socialistes français et leur a imposé effectivement la soumission à la logique bancaire. Et l'homme que Mitterrand a été obligé de mettre en place à la place de... Je crois que c'était Quinquin à l'époque, hein, c'était le gars du Nord, Pierre Mauroy, ça a été Laurent Fabius. Donc Laurent Fabius est d'abord l'homme du virage de la rigueur, l'homme qui a incarné en tant que Premier ministre la trahison du projet socialiste, du Parti socialiste et de l'espoir socialiste politique de la France. Une partie du peuple de gauche se sent abandonnée devant le changement de politique économique amorcé par le pouvoir socialiste. La gauche, elle a été élue par nous, et puis c'est de la trahison, pure et simple. Hein. Nous, on attendait autre chose. Deuxièmement, si je me souviens bien, c'est l'homme du sang contaminé. Il est responsable en tant que ministre d'État de l'incroyable affaire du sang contaminé où un certain monsieur Garetta a remis en connaissance de cause des poches de sang contaminé dans le circuit, qui a causé la mort de milliers et de milliers, notamment d'hémophiles transfusés en France. Le 3 juin 1985, le docteur Garetta écrit au docteur Netter « La présence du virus chez les donneurs dans notre approvisionnement est de 2 à 3 pour 1000. Ces chiffres démontrent que tous les pouls de plasma que nous utilisons sont susceptibles d'être contaminés. » Michel Garetta sera accusé d'avoir, pour des raisons économiques, écoulé à l'insu des hémophiles ces stocks qu'il savait contaminés. Et Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales, d'avoir fermé les yeux. Pour lequel Georgina Dufoy a été châtiée. Et d'ailleurs, elle est devenue religieuse. Il n'y a pas de jour qui passe sans que je ne pense pas à tous ces pauvres, tous ces enfants et toutes ces familles qui ont souffert. Et de ce temps où on se sent responsable, parce qu'on se dit, mais j'étais ministre à l'époque. Il y a toute une sorte d'immense tendresse qui naît pour tous ceux qui ont souffert. Elle a assumé sa faute et elle a rejoint la communauté des croyants. Il faudrait regarder ce qui est devenu, on mettra en post-production ce qui est devenu Georgina Dufoy. Quand j'ai vu qu'il n'était pas tant question de cela que de nous appeler maintenant parents 1, parents 2, que de supprimer le terme grands-parents pour le remplacer par un autre, quand j'ai vu que c'était la théorie du genre qui en fait allait devenir la base du droit civil français, j'ai dit là, il faut bouger. Fabius, lui, par contre, s'en est très bien sorti, comme le rappelait Ruquier l'autre jour à la télé. Ça ne lui a rien coûté, hein, tout ça, alors qu'il était responsable, donc coupable. Voilà. Donc Fabius, c'est la trahison de la gauche, sociale, évidemment, et ouvrière, le sang contaminé,
C'est ensuite la loi Guesso, qui est en fait la loi Fabius Guesso, c'est-à-dire au moment où l'oligarchie s'inquiétait à l'aube des années 80 du fait que, et à gauche et à droite, mais surtout à gauche, par l'ultra-gauche, des intellectuels osaient se poser la question, comme Bordiga en Italie, du grand alibi de Auschwitz non plus comme réalité historique, mais comme idéologie de domination. La presse de gauche vient de montrer de nouveau que le racisme, et en fait essentiellement l'antisémitisme, constitue en quelque sorte le grand alibi de l'antifascisme, il est son drapeau favori et en même temps son dernier refuge dans la discussion. Qui résiste à l'évocation des camps d'extermination et des fours crématoires? Qui ne s'incline devant les 6 millions de juifs assassinés? Qui ne frémit devant le sadisme des nazis? Pourtant c'est là une des plus scandaleuses mystifications de l'antifascisme, et nous devons la démonter. Amadeo Bordiga, cofondateur du Parti communiste d'Italie. Et donc Fabius a fait voter, aux ordres évidemment, une loi qui interdisait notamment au professeur Forisson d'amener des arguments qui pouvaient amener un éclairage plus précis ou nouveau sur la version officielle quant à la persécution effective et réelle des Juifs d'Europe par le régime national-socialiste allemand entre 1933 et 1945, qui n'est pas question de nier, mais amenait des informations qui pouvaient peut-être nuancer quelque chose qui était issu directement du tribunal de Nuremberg, donc comment dirais-je, d'une version officielle par les vainqueurs avec un recul très court par rapport à une réalité éminemment dramatique et chaotique qui était la Deuxième Guerre mondiale. Fabius est celui qui a fait voter une loi qui est profondément anticonstitutionnelle et qui devrait être considérée comme illégale. Le Parlement n'a pas à dire l'histoire, le Parlement fait l'histoire. Il n'a pas à la dire, il n'a pas à la fixer. Les lois mémorielles, que j'appelle d'ailleurs des lois compassionnelles, n'ont pas leur place dans l'arsenal législatif. La Constitution ne le permet pas. Je le dis clairement, elle ne le permet pas. La loi Guesso, qui est cette loi qui interdit de nier, si vous voulez, l'extermination des Juifs, la solution finale, est une erreur. Donc le scandale, ce n'est pas le révisionnisme historique, ce n'est pas M. Forisson, le scandale, c'est la loi Guesso. The law is ridiculous. Everybody should have the right to say what they want, and if it's wrong, then you show them where it's wrong. But the state shouldn't decide what is truth. That should be left to each person to decide for him or herself what's true and what's not. La décision des États-Unis de placer Jabhat al-Nusra, un groupe djihadiste combattant aux côtés des rebelles, sur leur liste des organisations terroristes, a été vivement critiquée par des soutiens de l'opposition. M. Fabius a ainsi estimé, mercredi, que tous les Arabes étaient vent debout contre la position américaine, parce que, sur le terrain, ils, al-Nusra, font un bon boulot. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Pour que les soldats de la résistance puissent se défendre, il faut qu'ils disposent d'armes. Je terminerai en disant à la mécanisation. Aujourd'hui, la mécanisation, c'est quand même Alain Soral est un antisémite virulent, obsessionnel et animé de manière très classique par un ressentiment sans limite pour des juifs dont il a l'impression qu'ils lui font de l'ombre. Et ce n'est pas tout, il est dégoûtant, il est aussi important car sa prose vulgaire lui donne accès dans les talk-shows les plus vulgaires. Les nervis qui se sont attaqués à lui ne se sont pas trompés de cible. Dans cette dynamique de mise au pas et de domination, nous avons effectivement Finkielkraut qui rentre à l'Académie française. Un type, effectivement, qui toute sa vie n'a parlé que de son rapport à la judaïté, à la judéité. Toute ma vie, je me suis affirmé juif. Je n'ai pas connu de moment où je voulais cacher cette identité comme une honte. Mais je me suis rendu compte que j'avais réduit le judaïsme à un personnage. Et vous commencez d'ailleurs tout de suite par un souvenir de Primo Levi au camp d'Auschwitz.
Je commence, oui, c'est ça, à la fois un souvenir de Primo Levi et un souvenir de Lévinas. Et oui. Je peux tout de même pas, moi, me féliciter de la providence qui a fait que mes parents se sont rencontrés, parce que cette providence-là est passée par Hitler. Sans Hitler, je ne serais pas né. C'est une situation, je veux dire, ça rend fou. Qui est un juif hystérique. J'ai condamné cette phrase. Je l'ai condamné au sens clinique du terme. Aujourd'hui, intègre une institution qui s'appelle l'Académie française, qui est là pour, comment dirais-je, perpétuer, représenter ce qu'on appelle le génie français. Leur invocation constante des heures les plus sombres de notre histoire ne protège pas les Karfunkelstein d'aujourd'hui contre la haine. Elle les y expose. La morale de toute cette histoire, ce n'est certes pas que le temps est venu de tourner la page et d'enterrer le devoir de mémoire, mais qu'il faut impérativement sortir celui-ci de l'œuf où il a pris ses quartiers pour lui rendre sa dignité et sa vérité perdue. Donc nous avons un talmudiste polonais aujourd'hui qui est là pour incarner le génie français et qui toute sa vie n'a parlé que de questions juives et qui récemment a redécouvert le droit, la possibilité, la nécessité d'être un Français attaché à la France charnelle et qui nous a donné l'autorisation de relire Maurice Barrès. Je parle de Maurice Barrès pour dire qu'à un moment donné, le discours romantique de l'appartenance et qui, aujourd'hui, dit, en gros, tout ce que disait Jean-Marie Le Pen en 1973. Le jour où nous aurons en France, non plus 5 millions mais 25 millions de musulmans, ce sont eux qui commanderont. Et les Français raseront les murs, descendront des trottoirs en baissant les yeux. Mais lui a le droit de le dire. Donc voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire on a Finkielkraut à l'Académie française, en attendant Bernard-Henri Lévy. La culture juive, la pensée juive a tellement donné à la France. Je pense qu'il y aura droit aussi dans 10 ans, si rien ne change en France, et puis peut-être à la fin, même pourquoi pas, à Nouna. Je pense qu'il aimerait bien aussi. Hein. Il a bien postulé la présidence de France 2, pourquoi pas, à l'Académie française. Au point où on en est de tapin de l'Israël, on peut imaginer que tous ces gens-là veuillent l'épée, la bivère, etc. Parce qu'il y a cette mentalité nouveau riche, vous voyez, qu'on aime bien les honneurs. Hein. C'est pas moi qui le décris, hein, c'est Marcel Proust hein, dans ses œuvres complètes. Hein. Du reste, cela ne m'étonne pas. Cela tient à un curieux goût du sacrilège, particulier à cette race. Dès qu'un juif a assez d'argent pour acheter un château, il en choisit toujours un qui s'appelle le prieuré, l'abbaye, le monastère, la maison Dieu. J'ai eu affaire à un fonctionnaire juif, devinez où il résidait? À Pont-l'Évêque. Mis en disgrâce, il se fit envoyer en Bretagne, à Pont-l'Abbé. Quand on donne, dans la Semaine Sainte, ces indécents spectacles qu'on appelle la Passion, la moitié de la salle est remplie de juifs, exultant à la pensée qu'ils vont mettre une seconde fois le Christ sur la croix, au moins en effigie. Marcel Proust. À la recherche du temps perdu. On peut faire un parallèle, je crois qu'au même moment est nommé à la culture Audrey Azoulay qui nous fait l'honneur de sa première soirée publique. Bonsoir Madame la Ministre. Du président des Victoires de la musique. Audrey Azoulay, c'est-à-dire une binationale franco-marocaine, juive bien évidemment, très liée à la famille Azoulay qui domine économiquement, donc politiquement, le royaume chérifite, c'est ça, enfin le Maroc. Puisqu'elle est issue d'une des plus grosses familles juives marocaines. Son père est conseiller du roi du Maroc depuis 1991. Auparavant, il était correspondant d'Europe 1 au Maroc. Il a été à des hauts postes de direction au sein de la banque Paribas. Et si vous voulez, c'est un peu la famille qui fait le lien entre la France et le Maroc, et aussi le Maroc et Israël, il faut le dire, puisque le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël s'est faite via donc, le père d'Audrey Azoulay qui s'appelle André Azoulay en 1994. Et je crois qu'elle a été nommée à la culture, Madame Azoulay, ou Mademoiselle, je ne sais pas, parce que Anne Sinclair a refusé le poste. Hein, voilà où on en est, quoi. Bijou, 117. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi, tu es quoi, toi? Hein? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? Tu es quoi? Ça suffit, Loctard! Tu te tais ou je te tais? T'es toléré ici. Toléré.
Sur une population globale de 60 millions d'habitants avec 600 000 juifs, il est possible que de temps en temps, un individu soit agressé, soit parce qu'il est juif, soit agressé et se trouve être juif. Ce que je fais remarquer, moi, c'est que chaque fois qu'un catholique est agressé, chaque fois qu'un musulman est agressé, chaque fois qu'un militant du Front National est agressé, chaque fois qu'Alain Soral est agressé, ça ne fait pas les premières pages des journaux. Alors évidemment, on est dans une logique là où chaque fois qu'un juif est agressé, il le serait en tant que juif. C'est déjà l'histoire on a une histoire crapuleuse comme l'affaire Halimi. Autre actualité de cette journée, cette cérémonie aux allures d'union sacrée qui s'est déroulée il y a quelques instants à la synagogue de la Victoire à Paris. Il s'agit, vous le savez, de rendre hommage au jeune Ilan Halimi, enlevé, torturé et tué notamment parce qu'il était juif. C'est en tout cas une des pistes retenues par la justice. Le président de la République arrive peu avant 19h accompagné de son épouse. Jacques Chirac avait téléphoné à la mère d'Ilan avant-hier. Cela s'appelle de l'antisémitisme par de l'amalgame et il n'est pas besoin d'ergoter davantage. On nous dit que c'est parce qu'il était juif, alors qu'on a la même agression crapuleuse pour un employé de chez Peugeot. Il subit exactement le même sort, on n'en parle pas. AFP, 27 février 2006. Le corps d'un salarié de PSA Peugeot Citroën, enlevé il y a plus d'une semaine à Audincourt, séquestré et battu par des ravisseurs qui voulaient lui extorquer de l'argent, a été retrouvé samedi soir dans le Haut-Rhin, a-t-on appris de sources judiciaires et policières. Selon l'autopsie pratiquée lundi, la victime, âgée de 54 ans, est décédée de strangulation, de traumatisme au crâne, d'enfoncement de la tempe et du thorax. Son visage était méconnaissable, ses oreilles arrachées. Et 8 personnes, âgées de 26 à 50 ans, ont été interpellées vendredi et samedi, et placées en garde à vue. Et on ne dit pas qu'il a été agressé en tant que goy, etc. Vous voyez ? Donc c'est systématiquement une lecture orientée des choses pour nous faire croire qu'il y aurait un climat antisémite en France. Est-ce que les Juifs sont toujours aussi inquiets de la situation et pour leur propre sécurité en France ? Oui, puisque la vague d'actes antisémites se poursuit depuis le début du XXIe siècle. Donc effectivement, on nous a parlé récemment, la une de tous les médias, d'un professeur d'une école juive orthodoxe qui aurait été agressé à Marseille par un jeune qui l'aurait attaqué avec un coupe-coupe par derrière. Ça ne tient pas la route sur d'un point de vue comment dirais-je, du sérieux policier, mais l'important c'est de créer un climat. Et je fais remarquer, moi, pour mettre en doute la réalité de cette agression, en tout cas telle qu'on nous la raconte, qu'on nous avait vendu au lendemain des attentats du vendredi 13, la même histoire à Marseille, avec un autre professeur d'une école juive religieuse, qui s'était présenté aux médias comme agressé par une bande d'immigrés qui criaient, je crois, « Vive Daesh » ou « Allah Akbar », et nous avait montré des scarifications qu'il avait subies partout à coups de cutter. J'ai immédiatement montré ces images à des spécialistes chirurgiens et militaires qui m'ont dit qu'il était évident que ces marques étaient de l'autoscarification, et je fais remarquer que ce professeur religieux juif agressé à Marseille, et qui avait valu l'ouverture du journal dans tous les médias dominants. Et aussitôt, donc, ils m'ont agressé, ils m'ont mis par terre, proférant bien sûr des insultes antisémites. Dans leurs propos, on va t'achever, on va te tuer, quoi. On n'en a plus jamais entendu parler. Donc, je soupçonne, et je le déclare ici solennellement, que c'était un menteur qui avait pratiqué une fois de plus, car les cas d'auto-agression antisémite sont innombrables, et malgré le fait que ces auto-agressions sont innombrables, elles sont toujours systématiquement relayées immédiatement par les médias sans aucun recul, alors que nous avons pléthore de fausses agressions antisémites faites par des juifs eux-mêmes. L'agression du rabbin Fari à Paris par un homme casqué qui aurait tenu des propos à tonalité islamiste. C'est en tout cas ce qu'avait relaté Gabriel Fari. Ce soir, nous révélons un fait nouveau qui cadre mal avec ce récit. Selon nos informations, l'arme en question, un couteau de type layol, provient de la cuisine de la synagogue. Plusieurs témoins l'ont parfaitement identifié. Et cela exclut la thèse de l'agression islamiste. Alex Moïse, c'était ancien responsable du Likoud en France, donc de la droite pro-israélienne. Alex Moïse s'était plaint à la police de recevoir des messages et des menaces antisémites sur son téléphone portable. La police a fait une enquête sur ces messages antisémites. Voilà, donc le principal
opposant à Dieudonné, voilà, a découvert que c'était Alex Moïse lui-même qui s'appelait sur son propre portable. Il a été condamné d'ailleurs à 2 mois de prison avec sursis pour ça, pour se faire des menaces antisémites. La jeune femme qui a porté plainte pour l'agression dans le RERD a avoué avoir menti. Elle avait été placée en garde à vue en fin d'après-midi en raison des contradictions relevées dans son récit. Et malgré tout, on continue, les médias sous contrôle continuent de systématiquement relayer sans aucun recul ces agressions pour créer un climat totalement mensonger. Et je demande solennellement, qu'en est-il de ce professeur d'une école juive agressé au lendemain des événements du 13 ? Qu'en est-il de cette agression ? On n'en a plus jamais entendu parler, car je suis certain que c'était une fois de plus une auto-agression dans le but de diaboliser l'adolescence musulmane française, dans le but de faire croire à une violence antisémite en France qui n'existe pas, car je vous garantis que s'il y a une violence qui existe en France, c'est la violence des gauchistes sur les patriotes authentiques et la violence juive sur les gens qui ne se soumettent pas. Tu dégages avec cette caméra, t'as compris ? Oui, je t'agresse. Tu enlèves cette caméra. Je m'en fous, tu enlèves cette caméra. Tu enlèves cette caméra, t'as compris ? Non, monsieur, s'il vous Tu enlèves cette caméra. Nous, on est ici, on fait ce qu'on veut. Non, tu fais pas ce que tu veux ici. T'as compris ? Et que tout le reste n'est que manipulation, mensonge, collusion et soumission, malheureusement. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le recul du temps, Mein Kampf tombe dans le domaine public. C'est-à-dire que n'importe qui, même moi, avons le droit de le rééditer. Voilà, alors qu'avant, c'était réservé aux Länder de Bavière. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. C'est comme ça. Et en France, c'était édité par les éditions latines. Ça se présente comme ça. La couverture a toujours été orange. C'est un gros pavé de 688 pages. Vous avez devant un avertissement au lecteur. Le lecteur de Mein Kampf doit donc se souvenir des crimes contre l'humanité qui ont été commis en application de cet ouvrage. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'angoisse qui monte aujourd'hui en France, qui est de se dire n'importe qui aujourd'hui pourra éditer, donc beaucoup de gens demain pourront lire Mein Kampf, c'est-à-dire ce livre qui a été écrit, dicté d'ailleurs par Adolf Hitler lors de sa brève incarcération. Il a passé 1 an en prison dans les années 20 et qui était son combat, la profession de foi de ce que voulait être et de ce qu'allait être son combat politique. Ce n'est pas dans une orientation à l'ouest ou une orientation à l'est que se trouve l'avenir de notre politique extérieure, mais bien dans une politique de l'est, au sens d'acquisition de la glaive nécessaire à notre peuple allemand. Mais comme il faut en avoir la force, et que l'ennemi mortel de notre peuple, la France, nous étrangle impitoyablement, et nous épuise, il faut prendre sur nous de faire tous les sacrifices susceptibles de contribuer à annihiler les tendances de la France à l'hégémonie. Toute puissance est aujourd'hui notre allié naturel, qui considère avec nous, comme insupportable, la passion d'hégémonie de la France sur le continent. Aucune démarche vis-à-vis d'une de ces puissances ne doit nous paraître trop dure, aucun renoncement ne doit nous paraître impossible, si nous avons finalement la possibilité d'abattre l'ennemi qui nous hait si rageusement. Alors effectivement, il y a 2 réactions au fait qu'aujourd'hui, il va être possible que ce livre soit beaucoup plus lu qu'avant, puisque massivement diffusé, puisque libre de droit. Il y a les gens comme, je dirais, naïfs et un peu idiots, j'ai pu le vérifier moi-même, comme Éric Nolot, qui disent c'est très bien que tout le monde puisse lire ce livre, parce que les gens verront que c'est un tissu de délire et d'ânerie. Vous estimez que comme le texte est facilement accessible aux chercheurs, le grand public n'a pas à y avoir accès. Et là, c'est un mépris pour le peuple que je trouve incroyable. Laissez les gens prendre connaissance d'un document historique, se faire une idée. C'est pas un livre qui est balancé comme ça. Et puis il y a ceux qui connaissent mieux le livre et qui connaissent mieux l'époque, ses arrière-plans et ses enjeux, et qui sont très inquiets que beaucoup de gens puissent lire ce livre et qu'ils le trouvent peut-être beaucoup moins débile et beaucoup plus actuel. À quoi ça sert ? Quand on est une maison d'édition, le choix de remettre au goût du jour ces livres antisémites, c'est ce que je dis. Il ne faut pas raconter d'histoire. Éditer, c'est diffuser. Diffuser, c'est commencer à convaincre. Parce que Hitler a écrit ce livre pour convaincre. Et ma foi, il est quand même arrivé dans son propre pays. Ça peut faire prendre conscience que ce n'est peut-être pas totalement par hasard qu'un type comme Adolf Hitler a pris le pouvoir, non pas en Ouganda, mais dans la nation d'Europe qui était la plus évoluée, la plus cultivée
du monde occidental, parce que je vous rappelle que l'Allemagne qui a porté Hitler au pouvoir était l'Allemagne des grands musiciens, des grands physiciens, des grands chimistes, des grands poètes de l'Europe. C'est-à-dire que c'était pas une nation d'abrutis. Et la question qu'il faut se poser, c'est que comment cette nation qui était l'élite intellectuelle et culturelle de l'Europe a-t-elle pu porter au pouvoir par des voies démocratiques, je le rappelle, et se réjouir de l'accession au pouvoir d'un type comme Hitler? Je pense que la lecture de Mein Kampf donne quelques clés de compréhension sur ce qui peut advenir comme choix politique d'un peuple poussé à bout, comment dirais-je, d'humiliation et de désespoir et de misère. Vous voyez ? C'est ça la vraie réponse, hein, et la réponse que fait un Bainville, la réponse que font tous les gens intelligents. Et c'est effectivement une certaine mise en garde. C'est-à-dire que quand on pousse un peuple à trop de souffrance, d'humiliation et d'injustice, il peut finalement porter au pouvoir quelqu'un qui leur promet la dignité, la prospérité et peut-être même aussi la revanche, voire la vengeance. Et justement, pour ne pas tomber dans l'apologie de la vision hitlérienne, je dis que ce qui est bien, c'est qu'à la fois est tombé dans le domaine public cette année Mein Kampf, qu'il faudra donc lire et peut-être même rééditer, mais en même temps est tombé dans le domaine public, je pense que ce sont des signes du destin, voire du ciel, un autre livre qui en fait le pendant, qui est le journal d'Anne Frank. Parmi les victimes du nazisme, 7 jeunes filles mortes en 1945 dans le camp de Bergen-Belsen. Anne Frank avait laissé derrière elle son bouleversant journal, un best-seller international dont les revenus échapperont l'an prochain à la fondation qui entretient sa mémoire et gère à Amsterdam ce musée dans la maison où elle vécut clandestinement. Donc moi, je préconise, je conseille à tout le monde de lire, puisque c'est accessible au plus grand nombre, de lire cette année à la fois Mein Kampf et à la fois le journal d'Anne Frank, puisqu'il y a un lien causal entre les deux. La souffrance de l'une et la conséquence de l'arrivée au pouvoir de l'autre, c'est inéluctable. Alors il faut comprendre le pourquoi de l'arrivée au pouvoir de l'un, porté par tout un peuple, et les conséquences funestes et tragiques sur effectivement des gens qui ne l'ont pas mérité et qui sont pris dans la violence et la cruauté de l'histoire. La petite Anne Frank. Anne a un sens aigu de l'observation, d'elle-même, des autres. Ce regard d'enfant adulte, où se mêlent tout à la fois maturité et fraîcheur, ne peut laisser insensible. Il est très étonnant que je n'ai pas encore abandonné tous mes espoirs, car ils paraissent absurdes et irréalisables. Pourtant, je m'y accroche malgré tout, car je continue à croire à la bonté innée de l'homme. Lisez Mein Kampf et lisez aussi le journal d'Anne Frank. La partie, effectivement, qui tombera dans le domaine public, puisqu'il paraît qu'il y a une partie du journal d'Anne Frank qui ne tombe pas dans le domaine public parce qu'elle n'aurait pas été écrite par Anne Frank, mais au stylo bic, donc après 1951, par son père, je crois. Eh bien, en fait, le journal d'Anne Frank a deux auteurs. Anne Frank, bien sûr, morte fin février, début mars, on ne sait pas exactement, 1945, à 15 ans, à Bergen-Belsen, mais aussi son père, Otto, qui s'était chargé de la publication et de l'édition du livre. Otto Frank, dernier survivant de la famille, est mort en 1980, ce qui prolongerait les droits jusqu'en 2050. Inscrit dans les programmes scolaires, traduit dans 70 langues, le journal d'Anne Frank a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Les enjeux financiers n'échappent à personne. Et je le dis, quand on lit les deux, on n'a peut-être pas besoin de se coltiner tout un appendice, un appendice de notes indigestes qui me paraissent dès lors assez inutiles et assez suspectes. Oui, mais ça, quand on regarde par exemple le destin tragique d'un Knut Hamsun ou d'un Ezra Pound, ces gens-là ont fini, comme on ne pouvait pas leur répondre sur le terrain du logos, car je vous remarquais que tous ces gens qui me diffament, on ne me donne jamais de droit de réponse. Soral, national-socialiste, suprématiste, révisionniste, antisémite, islamophobe, homophobe, Soral, le faurisson du net. Comment ce frère si singulier, si intelligent, si brillant devient un facho, devient un monstre? On a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. Jamais il est évoqué l'idée de me donner la parole pour me défendre. On me massacre, bâillonné. Rappelez-vous la mort de Giordano Bruno. On l'empêche de parler. La mort de Robespierre, on lui tire une balle dans la mâchoire. Vous voyez ? C'est-à-dire que je suis bâillonné. Hein, je n'ai pas le droit de répondre. Alors il y a l'idée effectivement de
aussi pour la référence à Knut Hamsun et à Ezra Pound, l'idée effectivement que je serais fou. Je pense que mon frère est suicidaire. Alain Soral, qui dans son propos, ça durait 1 minute, reprenait tout le lexique du parano. Il y a certainement un trouble psychomental qui correspond en partie à des descriptions de la paranoïa. Et il n'arrête pas de nous insulter. Des insultes, encore des insultes. Voilà comment fonctionne le conspirationnisme. On essaie de dire Soral est un peu fou. Et pour ça, la stratégie maintenant, c'est de mettre systématiquement comme photo d'illustration des articles qui sont publiés sur moi, notamment sur Internet, des photos qui sont en fait des photogrammes, où j'ai une tête un peu de dingo. Vous voyez ? C'est-à-dire que comme ces gens-là sont incapables de me répondre sur le terrain du discours, ils mentent ouvertement sur moi. Alain Soral est un monstre. Et il dit aussi « je suis national-socialiste ». C'est vrai, c'est un nazi. National-socialiste, c'est nazi. Ça veut dire qu'il est nazi, il le reconnaît lui-même. Ils me font dire des choses que je n'ai jamais dites. Une bonne douche et direct au four, ça ne vous ferait pas de mal. Voilà pour le genre de petites phrases auxquelles vous avez droit. Petite phrase, on va préciser, d'Alain Soral. Hein. D'Alain Soral, précisément. Et ils mettent des photos où j'ai un air bizarre. Alors je pense que pour s'amuser et pour leur répondre, puisqu'on va faire aussi de la post-production, on va s'amuser à prendre des photogrammes de tous les gens qui m'insultent, qui me diffament et me diabolisent et me persécutent. Et on va montrer qu'on peut aussi les montrer sous un très mauvais visage. Et que ce qui m'est fait aujourd'hui, ça a été la stratégie de la soumission médiatique, par exemple, sur un Jean-Marie Le Pen pendant des décennies. Chaque fois qu'on a mis une photo de Jean-Marie Le Pen dans les médias, on l'a fait en contre-plongée, avec une grosse mâchoire, une tête un peu évoquant la violence ou la folie. C'est une stratégie de diabolisation par l'image manipulée, effectivement. Et d'ailleurs, petite anecdote, la première fois que j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen à un dîner privé, je m'attendais à voir un espèce de colosse porcin avec une énorme mâchoire, et j'ai été très étonné, en étant face au vrai Jean-Marie Le Pen, de tomber face à un individu qui était assez fin de trait. C'est un type qui a un petit visage, un petit volume de tête, des mains assez délicates, et qui était un type qui s'exprimait de manière très châtiée, c'est-à-dire qui était d'une très grande élégance. Plus j'y songe et moins je puis penser que cette horloge marche et n'est point d'horloger. Disparaître définitivement dans un néant éternel a quelque chose d'angoissant. Et c'est sûr que la réponse qu'apporte la religion, et en particulier la religion chrétienne, a quelque chose de formidablement rassurant pour l'âme. Et ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais en fait, ce type est un type raffiné. Physiquement, hein, je veux dire, même dans des choses comme les mains, le volume de tête, etc. Et c'est là que j'ai compris à quoi servait la manipulation médiatique et pourquoi des gens comme Drahi ou d'autres perdaient de l'argent pour prendre le contrôle total des médias. Car aujourd'hui, on voit bien que la totalité des médias français aujourd'hui sont des médias pratiquement israéliens par la médiation Drahi. Hein. C'est-à-dire, je suis attaqué par des médias israéliens en France. Je suis attaqué par d'amalgames, par des médias français. Hein. Et on peut l'expliquer soit par qui possède les médias directement, soit qui impose comment dirais-je, l'idéologie sur les médias par notamment la publicité. Là, on regardera notamment les centrales de vente et d'achat de publicité comme Publicis. Il est président de Publicis France. On est avec Arthur Sadoun. Bonjour Arthur. Bonjour David. En fait, j'arrive dans le sentier. J'arrive entre des sacs, j'arrive à la réception, tremblotant comme ça, et je dis bonjour, je viens voir Jean-Luc Tepper. Il dit ouais, d'accord, et qui êtes-vous? Je dis je suis Arthur Sadoun. Et la dame me regarde avec des grands yeux et me dit Sadoun, mais moi aussi je m'appelle Sadoun. Et d'un seul coup, j'étais rentré dans le métier. On voit que ce sont des systèmes d'amalgame. Et on voit effectivement le parcours douloureux qui a été celui de l'ancien patron de Marianne. Donc succès de vente au numéro, succès de vente en kiosque, mais pas de pub. Alors vous expériez 10 pages de pub par numéro, c'est-à-dire à peu près 7 fois moins que les magazines comme l'Express, Le Point, Le Nouvel Observateur. Hein, rien. Au début, je ne savais pas pourquoi. Et après, on a fait une enquête, notre régie a fait une enquête pour leur demander pourquoi. Ouais. Alors c'est là où je me suis aperçu que c'était pour des raisons idéologiques. Ces gens, ils pensent mal, on ne vous donne pas de la pub. Et oui, mais on a un marché, on a des lecteurs. Non, mais vous ne pensez pas bien. En effet, quand on veut faire entendre un son de cloche différent, faire un journal pour faire entendre un son de cloche différent, mais personne ne peut imaginer ce que c'est et ce qu'on a vécu, et l'enfer que l'on a vécu, et les oppositions et les obstacles. Oui, Jean-François Kahn, qui systématiquement, quand il essayait de faire du journalisme honnête, a été puni par la non-publicité.
Vous voyez, quand systématiquement, il était en déséquilibre budgétaire parce qu'il n'avait pas la pub. C'était l'histoire de Marianne du temps de Jean-François Kahn. Monsieur Kahn, excusez-moi, je me permets de débattre avec vous. Non. D'accord, j'ai juste une petite question en fait. Allez, laisse-le te poser une question, maintenant il est là. Mais non, vous inquiétez pas. Non, je vais pas m'inquiéter. C'est pour Alain Soral, hein, c'est pour Alain Soral. Ça serait RTL, Europe 1, ça serait pareil. Non, si, c'est pour Alain Soral, mais c'est pour Égalité et Réconciliation, vous connaissez Jean-François. Je vous ai répondu. La question ce soir, c'était justement ce qu'on peut débattre en France. Et vous refusez le débat. C'est mécanique tout ça, c'est clair. Hein. Voilà, donc je me suis amusé moi, parce que récemment j'ai croisé au restaurant un certain Cambadélis, vous voyez. Et je me suis dit, j'ai vu cette espèce de physique de quoi. Et je me suis dit, mais ce type-là, si on voulait être un peu méchant, a une bien plus sale gueule, au sens des critères antifascistes, là, qu'un Jean-Marie Le Pen. Et ça m'a choqué. Je me suis dit, en fait, on essaye de rendre à peu près présentables physiquement des types qui ont souvent vraiment des sales gueules. Et comme par hasard, toute cette oligarchie qui nous écrase et qui nous domine ont des types qui ont des têtes de diable, de gnomes, de monstres. Enfin, qui portent sur leur visage ce qu'ils sont. Et par contre, on diabolise des types qui, dans la vraie vie, je pense à Dieudonné, sont des types qui ont vraiment des bonnes têtes. Et je crois qu'il y a quelque chose de la vérité là-dedans et du mensonge. Hein. C'est que ces gens qu'on prétend être des monstres de violence ou de malhonnêteté sont totalement diffamés et on manipule aussi leur visage, alors qu'en fait, quand on est face à eux, on voit qu'ils respirent souvent la bonté et l'honnêteté. Et à l'inverse, quand on voit les vraies gueules des types qui sont nos élites aujourd'hui, élites politiques, culturelles, oligarchiques, voire même du spectacle, ils ont très souvent, quand on est face à eux, des très sales gueules. Ce sont souvent des gnomes un peu difformes, avec des mauvais regards. C'est très choquant. Malheureusement, très peu de gens ont un accès direct à cette vérité du vrai visage. Et moi, ça a été une de mes initiations, puisque je viens du monde des médias et du show business et de ce qu'on appelle le culturo-mondain. Et c'est aussi ce qui m'a choqué en premier lieu. C'est que des gens qu'on nous présentait comme des personnages valables, avec des bons visages, dans la réalité, quand on les fréquentait, je ne vais pas citer de nom là, parce que j'ai suffisamment de procès, étaient des sales types qui parlaient mal, de manière brutale, méprisante, arrogante, et avec des sales gueules, voyez, voilà. Donc j'incite les gens à aller rencontrer les gens en vrai, voilà, et de leur parler en vrai. Et ils verront qui sont les salopards de moi ou de tous ceux qui m'incriminent, me diabolisent et me persécutent, voilà. La vérité par l'image vraie. Effectivement, ils sont très inquiets des gens qui font comme moi un travail de résistance à cette prise de plein pouvoir. Et ils appellent ça le complotisme ou le conspirationnisme. Hein, c'est les deux termes. Dans le conspirationnisme, il y a tout ça. L'antisémitisme, l'antisionisme, le révisionnisme. Et c'est ce fléau aujourd'hui, le vrai fléau, c'est le conspirationnisme. Je rappelle que le terme complotisme a été au début employé dans les médias de masse pour ceux qui contestaient la version officielle de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Le président Johnson décide de mettre un terme aux rumeurs de complot. Il désigne 6 hommes et place à leur tête M. Earl Warren, président de la Cour suprême, premier magistrat des États-Unis. La commission Warren est née. Un an après, la commission Warren publie dans ses 26 gros volumes 10 millions de mots. La mission était simple, faire taire les rumeurs de complot. Son verdict est formel. Oswald a tué le président Kennedy. Alors, intéressez-vous à la version officielle de l'assassinat de Kennedy par le tireur unique Lee Harvey Oswald pour des raisons psychologistes, et à ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'attentat et du crime d'État qui a été l'assassinat du président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Face au pont, vous avez un tireur qui s'appelle Frank Fiorini Sturgis, un des deux plus grands, meilleurs tireurs d'élite de la CIA. À gauche, vous avez 2 tireurs. Vous avez un autre tireur d'élite de la CIA qui s'appelle Roscoe Rock White. Roscoe Rock White est un tireur d'élite qui a déjà à son actif probablement 2 chefs d'État qu'il a abattus à l'étranger. Et alors donc, à la place où on dira qu'est Oswald, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tireur cubain qui est très fiable, mais qui n'est pas le meilleur tireur d'élite. Mais on s'en fout parce que son rôle, c'est pas de tuer Kennedy. Il s'appelle Herminio Diaz Garcia. Alors lui, on l'a mis à cette fenêtre, et lui, il a le fusil qu'on attribuera à Oswald. C'est un vieux fusil italien Carcano, qui est une pétoire, qui en plus est déréglée. Et ce fusil, on lui dit, tu vas tirer, mais à côté. Moins de 5 minutes après les tirs, Bush est arrêté par un policier en courant, en sortant du Daltec Building.
formellement identifié. Et ensuite, on a 3 photos de lui où il discute avec les policiers devant le Schoolbook Depository avec le général Lansdale qui est avec lui. Donc ça, c'est des preuves absolues, c'est même pas la peine d'en discuter, c'est des preuves. C'est l'origine effectivement de ce qu'on appelle le complotisme. Et traité de complotiste, celui qui cherche une vérité qui est cachée, qui ne veut pas accepter une version officielle qui est d'une grossièreté incroyable et qui commence à se mettre sur des pistes de vérité, de complexité, qui inquiètent un pouvoir illégitime. La définition du conspirationnisme, c'est l'attitude qui consiste à remettre en cause abusivement la réalité d'un fait, d'un phénomène ou d'un événement historique, en attribuant son origine à un complot imaginaire. Il n'y a pas d'antisémitisme sans complotisme en réalité. Ces théories du complot qui sont en train de miner une partie de notre jeunesse. 1 jeune sur 5 aujourd'hui adhère aux théories du complot. Voilà. Un complotiste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui refuse d'admettre la version officielle de l'assassinat de Kennedy, la version officielle du 11 septembre, la version officielle et ces zones d'ombre de l'affaire Charlie. On connaît évidemment les coupables, les 2 frères Kouachi, mais vous dites, page 60, qu'il y avait un 3e homme. Vous parlez d'une témoin, Nathalie, qui travaillait dans un truc de théâtre. Bastille. En face, au Quai des Orfèvres, on lui demandera de ne pas mentionner le 3e homme. Mais c'est quoi cette histoire ? Écoutez, là, j'ai pas eu de réponse à mes interrogations. En fait, 3 personnes différentes ont vu ce 3e homme. Et ce sont des gens, donc, qui cherchent à croiser leurs sources d'information en ne se contentant pas des médias mainstream sous contrôle de ceux que j'ai dit, et en ayant cherché une information alternative, notamment sur Internet. Voilà. Et comme le pouvoir oligarchique, très illégitime, comme je l'ai démontré, est inquiet de ce discours de vérité, il essaye de persécuter ces gens qui font sérieusement un travail de journalisme, par exemple, en disant qu'il faut lutter contre le complotisme et le conspirationnisme. Les théories du complot, c'est une manière de diffuser le venin du racisme et beaucoup de l'antisémitisme. Et il faut qu'il y ait cette mobilisation-là, que les acteurs du net aussi s'emparent de ça. Il faut trouver les failles juridiques pour arriver à des poursuites. Pourquoi doivent-ils lutter contre le complotisme ? Parce qu'ils diraient que le complotisme est la médiation qui permet de passer de la soumission Charlie au djihadisme. On sait, ça c'est bien établi maintenant, qu'il y a un rapport très fort entre les théories du complot et les radicalisations en général, qu'elles soient politiques ou religieuses. Là, on a une arnaque, parce qu'à la limite, qu'il y ait des gens qui cherchent des explications alternatives à des événements politiques, comme la mise à mort de Kennedy, ou l'homme ayant marché sur la Lune, la question que pose effectivement la ceinture de Van Allen, etc. On ne voit pas pourquoi on les empêcherait d'aller chercher des explications plus sophistiquées, alternatives, etc. Apparemment, les astronautes se déplacent dans la pesanteur lunaire, qui est 6 fois plus faible que celle de la Terre. Mais Percy remarque que si on double la vitesse du film, ils ont l'air de courir sur Terre. On voit le module décoller tout d'un coup, sans la moindre fumée, comme s'il était juste hissé à l'aide d'un câble. Alors aujourd'hui, on met en place une espèce de dialectique en 2 temps, en disant il faut lutter contre le complotisme parce que le complotisme serait le marchepied du djihadisme. Congruence. C'est d'une malhonnêteté totale, mais on voit bien que derrière, il y a l'inquiétude du pouvoir oligarchique qui systématiquement montre du doigt Alain Soral et le travail qu'il a fait en montant un site de réinformation qui s'appelle Égalité et Réconciliation, où depuis plus de 10 ans, je dis des vérités qui se vérifient systématiquement par le recul du temps. Si ça a basculé, c'est parce que l'armée a lâché Ben Ali. Or l'armée, c'est une structure organisée. Moi, je n'ai pas la réponse, mais pourquoi l'armée, à un moment donné, est passée de l'autre côté, du côté du peuple ? Ça, c'est une question politique qu'il faut se poser, parce que c'est là que ça s'est joué, hein. Si l'armée avait suivi Ben Ali, il y aurait eu un bain de sang et tout serait rentré dans l'ordre après 15 jours. Internet, c'est bien, mais ça remplace pas les fusils mitrailleurs. Il suffit de mettre sur YouTube 2 vidéos comme on a bien vu en Tchétchénie, sur le Kosovo, etc., où on voit un jeune ressalafisé de banlieue avec un couteau de cuisine égorger un Gaulois de base sur YouTube. Et moi, j'ai plus qu'à aller me cacher. Hein. T'es avec le monde avancé blanc judéo-chrétien de la démocratie ou t'es avec les bamboulas égorgeurs islamiques ? C'est comme ça qu'on nous présentera le projet
en France. Et je pense que le peuple libyen va perdre énormément au niveau de sa qualité de vie après la chute de Kadhafi, qui est aussi la chute d'un régime socialiste d'État-providence pour mettre en place un chaos clanique et ethnique. Après eux et sans eux, ça sera objectivement bien pire pour le peuple libyen ou le peuple syrien. Puis les médias mettent toujours en avant les foudins qui parlent de pyramides. Oui, alors quand on dit qu'il faut lutter contre le complotisme, on dit oui, parce que le complotisme, il parle de pyramides, de reptiliens, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, mais nous, on ne parle jamais de ça. Donc on fait toujours de l'amalgame entre des complotistes abrutis, qui en général d'ailleurs sont sous contrôle du système et ont trahi les gens intègres comme moi, qui eux correspondaient à ce qu'on appelle la dissidence sérieuse, qui produisait de la contre-information sérieuse. Donc on fait l'amalgame entre de la dissidence débile, de la dissidence sérieuse, et après on fait un amalgame par congruence. Entre de l'insoumission qui amène à plus d'égalité républicaine et plus de laïcisme, et de l'insoumission qui amènerait au djihadisme, vous voyez ? Sur Internet, il faut absolument que l'État mette plus de moyens à la disposition de la lutte contre la cybercriminalité, parce que c'est sur Internet qu'on forme les djihadistes. Il se passe en Syrie tout ce que je raconte depuis la première fois que j'y ai mis les pieds, quand j'étais face à ce bouffon de Mal Bruno, qui à l'époque prétendait être un grand expert, l'expert des questions moyen-orientales pour Le Figaro, qui m'a avoué, lors d'un entretien privé dans un grand hôtel de Damas, est un agent israélien. Il l'a reconnu dans une discussion qu'on a eue. Il ne signe plus aucun papier, on n'entend plus parler de Mal Bruno. Par contre, mon analyse de la question syrienne, vous pouvez le vérifier comme de toutes les questions dont je parle, avec un recul de 5 ans, était totalement la bonne. Si je fais une synthèse, il y a un soutien global au régime syrien, une situation calme, je dirais beaucoup plus calme qu'en France, en Angleterre ou en Grèce, très calme à Damas, un peu moins calme à Hama. Et de toute façon, dans les contestations, on va dire 3 niveaux de contestation. Une contestation, on va dire, bourgeoise sur un mode un peu libertaire qui voudrait plus de modernité, qui est un peu la naïveté souvent des jeunesses qui regardent les médias étrangers. Un soutien au régime de la part des gens qui ont une conscience politique plus aiguë, qui savent le danger qu'encourt la Syrie si elle est déstabilisée. Et puis après, une volonté effectivement de déstabilisation de l'extérieur, en s'appuyant en général sur des groupes islamistes radicaux, à mon avis financés par sans doute l'Arabie Saoudite, qui travaille la main dans la main avec l'Empire, c'est-à-dire force américano-sioniste, pour faire tomber ce régime. La Syrie a été déstabilisée par des puissances extérieures parce qu'elle était insoumise à un calendrier qui est à la fois le calendrier du Grand Israël et le calendrier des intérêts pétroliers de l'oligarchie, de cette partie de l'oligarchie mondiale qui est le lobby pétrolier. Et on a menti sur la raison de la destruction de la Syrie. On a détruit ce pays en le mettant à feu et à sang, alors que c'était un pays laïque, multiconfessionnel, qui protégeait les minorités chrétiennes, qui promouvait les femmes et les classes moyennes, comment dirais-je, cultivées et techniciennes. Culturellement, la Syrie était un pays laïque. Complètement. Non seulement culturellement, mais politiquement. Je veux dire, c'était quelque chose de très important. Chrétiens, sunnites, alaouites, tout le monde cohabitait sans problème. Ça existe toujours, ça, mais maintenant il y a une peur de ça. Et puis on voit par exemple sur les murs de zones où il y avait les rebelles, subitement il faut tuer tous les alaouites, ou les alaouites morts et les chrétiens à Beyrouth. Mais ça avant, il n'en était pas question. Tout ça pour donner ça à des hordes d'arriérés islamistes aidés par les pays du Golfe. Al-Nusra n'est pas un mouvement comme les autres. Il est affilié à Al-Qaïda. Ses chefs ont combattu en Irak aux côtés du terroriste Abu Musab al-Zarqawi, connu pour être un tueur sanguinaire. Al-Nusra est donc un front extrêmement brutal qui considère tout individu non sunnite comme un ennemi. 5000 terroristes fanatiques obéissant à une discipline de fer luttent contre les troupes de Bachar el-Assad. On découvre aujourd'hui que tout ce que je disais sur la Syrie est vrai. Le seul espoir pour les Syriens, je parle de droits de l'homme là, je parle de sauver des vies de femmes et d'enfants et de sauver une société qui vivait correctement, c'est la victoire d'Assad et ce qu'il représente. Et qu'heureusement que Poutine, pour des raisons peut-être
d'intérêts russes, mais aussi peut-être des raisons de vision du monde un peu plus saine, a fait en sorte d'empêcher cette destruction diabolique et de venir contrevenir au projet de Bernard-Henri Lévy. Contrairement à ce que certains disent, c'est plus faisable aujourd'hui d'intervenir contre Assad que ça l'était il y a 2 ans contre Kadhafi. Tous ceux qui vous disent qu'on ne peut pas dire ça, que la Syrie est compliquée, vous mentent. Mais évidemment que c'est possible. Ça fait 1 an et demi que c'est possible. ONU ou pas ONU, cette histoire de veto russe et chinois, c'est une indécence. Au risque de donner des armes aussi à des islamistes peu recommandables, des islamistes radicaux qui pourraient d'ailleurs être amenés à prendre le pouvoir en Syrie. Ça, c'est pas vrai, c'est une fable. C'est la fable des Munichois, des Norpois qui ne veulent rien faire. Si on donne des Stingers aux combattants démocrates d'Alep, ça fera pas prendre le pouvoir aux islamistes. C'est une blague. Le Satan qui est la cause de la destruction de la Libye, qui nous valent tous ces ordres de migrants qui se noient aujourd'hui en Méditerranée. Hein, rappelons-nous de ce qu'a fait, rappelons-nous jusqu'au bout des responsabilités de Bernard-Henri Lévy. Donc je me réjouis effectivement de la victoire de la Syrie, de la vraie Syrie, la Syrie authentique. Je me réjouis de la mise en échec de Bernard-Henri Lévy, des agents mondialistes et oligarchiques en Syrie. Ils n'ont pas réussi à faire à la Syrie ce qu'ils ont réussi à faire à la Libye. Depuis septembre dernier, la Russie a mené de puissants bombardements en Syrie, comme ici, au nord d'Alep, il y a quelques semaines. Selon Moscou, plus d'1 millier de cibles différentes ont été atteintes, permettant ainsi à l'armée de Bachar el-Assad de reprendre le contrôle de territoires perdus. J'ai pris la décision de demander au ministre de la Défense de commencer le retrait progressif de nos forces armées, actuellement en Syrie. Et j'espère que par un discours qui commence à sortir par des patriotes français, par des chrétiens lucides et solidaires, la vérité sur la situation syrienne va sortir, je crois que même Zemmour participe, et qu'une fois que cette vérité sur la Syrie va sortir, il va bien falloir montrer du doigt ceux qui ont menti systématiquement et qui, par leurs mensonges, ont du sang plein les mains. Ce qui m'a frappé dans ces révolutions, enfin aussi bien en Syrie qu'en Libye, c'est le courage des gens qui descendent. À Homs, il y a des jeunes de 20, 22 ans qui descendent dans les rues. Et quand on leur demande pourquoi, c'est pour la dignité, pour leur liberté de penser. C'est quelque chose de... C'est une vraie leçon. Le président syrien a commis l'irréparable. Et la France, avec ses partenaires, fera tout ce qui est légalement possible pour que triomphent les aspirations du peuple syrien à la liberté et avec la démocratie. Je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire. Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. C'est dans ce contexte que le gouvernement français prendra la décision de briser l'embargo européen. Dans le secret le plus total, Paris livre des armes aux rebelles. François Hollande le reconnaîtra beaucoup plus tard dans une confidence à l'auteur de ce livre. Nous avons commencé quand nous avons eu la certitude qu'elles iraient dans des mains sûres. Pour les armes létales, ce sont nos services qui ont procédé aux livraisons. Aujourd'hui, si on montre l'Arabie Saoudite telle qu'elle est, c'est-à-dire un pays qui est une dictature monarchique, sans droits sociaux, sans droits syndicaux, avec des esclaves. Ce corps a été ramené d'Arabie Saoudite. C'est là que cette jeune femme travaillait comme domestique. Son cadavre est décharné. Pourtant, sa famille montre des photos d'elle en forme avant son départ, il y a moins d'1 an. Mon patron m'a jeté du Clorox et de l'acide sur les yeux. J'ai dit à ma patronne pendant 4 jours que je voulais aller à l'hôpital, mais elle n'a pas voulu et elle a dit qu'il fallait que je travaille, que je le veuille ou non. Il fallait que je travaille, malade ou pas. Des esclaves, au vrai sens du terme, hein, qui décapitent à tour de bras les opposants politiques, au sabre et en place publique. L'Arabie Saoudite pratique la peine de mort par décapitation. Sur un parking, cette condamnée hurle son innocence. Accusée de meurtre, elle sera exécutée au sabre, ici même. Si aujourd'hui, notre oligarchie ose dire que l'Arabie Saoudite c'est un peu ça, alors que c'est nos partenaires par ailleurs, c'est parce que l'empire américain est américano-sioniste, mais là je pense que c'est surtout l'intérêt des États-Unis, dans son divisé pour régner au Moyen-Orient, a besoin de rééquilibrer chiisme et sunnite.
De l'Iran au Liban, en passant par le Bahreïn et le Yémen, manifestations et violences se sont multipliées dans le monde musulman. Téhéran et Riyad ont souvent été en désaccord, mais l'exécution du chef religieux chiite Nimer Bakr al-Nimer samedi pourrait marquer un changement dangereux dans une région déjà instable, en approfondissant le fossé entre sunnites et chiites. En tant qu'allié arabe le plus proche des États-Unis au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite a bénéficié d'une aide militaire américaine massive et a longtemps influencé la politique étrangère américaine. Mais l'accord sur le nucléaire iranien a changé la donne en 2015. Et là, ils ont trop joué le pro-sunnite. C'est-à-dire le pro-Daesh, le pro-frère musulman. 7 pages of a secret Pentagon document were leaked earlier this year, put online by the organization Judicial Watch. The report is from 2012, and specifically, it explains the dangers of what the U.S. government is doing in Syria at the time. So to be clear, our Department of Defense in 2012 stated that the Russians, Chinese, and Iran were supporting the Assad regime, and that the United States and Gulf partners like Qatar and Saudi Arabia were supporting the opposition to Bashar al-Assad. But the DoD also made it clear that the major forces driving that opposition were the Muslim Brotherhood, Al-Qaeda in Iraq, and something called the Salafists. Et ils perdent un peu le contrôle, notamment avec l'État islamique qui contrôle plus très bien. Et ils se disent on va rééquilibrer avec un peu de schisme. Donc ils se réconcilient avec l'Iran dans notre dos. Une image à 150 milliards de dollars, la valeur estimée de la levée des sanctions contre l'Iran. Hier à Vienne, autour de la table, John Kerry, le secrétaire d'État américain, et son homologue iranien donnent le feu vert. L'Iran n'est plus au banc des nations. On passe pour les cocus des États-Unis, en plus d'être les putains d'Israël, en perdant des marchés, en perdant de l'argent, en s'humiliant, en invitant le Premier ministre. C'est donc un nouveau chapitre de nos relations qui s'ouvre aujourd'hui. Et je veux que cette relation puisse être utile. Alors qu'on le vouait aux gémonies il y a quelques mois, et parce qu'il arrive avec un chèque. Et d'ailleurs, vous verrez qu'on est obligé de s'excuser et de faire des... comment dirais-je, de filer un peu de pognon pour avoir le non-respect des marchés. Le constructeur automobile français Peugeot va devoir verser près de 430 millions d'euros d'indemnité à l'Iran. En cause, les pertes infligées par son départ soudain du marché iranien en 2012, en raison de la mise en place des sanctions internationales contre Téhéran. La marque au Lyon a accepté cet accord pour permettre son retour en Iran, qui avait ressenti son départ comme un affront après 35 ans de présence. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un petit rééquilibrage entre comment dirais-je, les sunnites et les chiites au Moyen-Orient, dans un but d'équilibre de la destruction et de la souffrance pour maintenir le pouvoir sans y être, ce qui est le principe des dominations contemporaines. On n'a plus les moyens maintenant de coloniser un pays et même de le soumettre à la démocratie forcée. This is the point. The United States cannot occupy Eurasia. The moment the first boot sets the ground, the demographic differential is we are totally outnumbered. We can defeat an army, we cannot occupy Iraq. The idea that 130,000 men would occupy a country of 25 million. So we don't have the ability to go across, but we do have the ability to first support various contending powers so they concentrate in themselves with political support, some economic support, military support, advisors. Et aujourd'hui, l'Amérique règne sur le Moyen-Orient. L'Amérique, Israël, l'Angleterre, l'oligarchie mondialiste. On peut additionner tout ça, comme je l'ai fait des 20 000 fois, et comme je l'explique bien dans Comprendre l'Empire, en maintenant un équilibre du chaos. Britain didn't occupy India. It took various Indian states and turned them against each other and provided some British officers for an Indian army. Donc aujourd'hui, voilà, un petit rééquilibrage et on monte l'Arabie Saoudite telle qu'elle est. Voilà. De même qu'on renoue avec l'Iran qui d'un seul coup ne pose plus de problème. Voilà. Alors par rapport à tout ce que j'ai dit avant, par rapport à l'héroïsme spontané de gens comme moi, par rapport à de la dissidence radicale comme Dieudonné, par rapport à la réinformation qu'on fait, etc., il y a un parti en France qui n'est pas totalement soumis à l'oligarchie. Et je peux le répéter parce que le deuxième tour des régionales nous l'ont démontré, surtout ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième tour. Il y a un parti, on va dire, institutionnel qui veut prendre le pouvoir pour la France et les Français par les voies, on va dire, légales, qui sont les voies
la voie des urnes, la voie électoraliste, puisque Le Pen a toujours dit, Le Pen a toujours été dans la légalité. Il est dans l'arc républicain depuis 1973, puisque c'est un parti politique qui essaye de monter par les élections. Le Front National, c'est le rassemblement de l'opposition nationale aux élections législatives de 1973. C'est la volonté de regroupement de la droite sociale, populaire et nationale. C'est pas un parti insurrectionnel et révolutionnaire. Donc là aussi, tout le monde ment quand on parle de... En fait, l'arc républicain, c'est pas que le Front National n'est pas conforme aux lois républicaines et aux valeurs de la République, c'est qu'il a été mis au banc par le Bnei Brit. Inquiétude dans la communauté juive. Le Monde, 26 mars 1986. L'élection de 35 députés du Front National à l'Assemblée nationale, le 16 mars, a provoqué des réactions parmi les organisations juives. Le Conseil représentatif des institutions juives de France exprime le regret que des électeurs aient égaré leur vote en faveur d'un parti qui a introduit dans la vie politique française des concepts de discrimination dont le simplisme est certainement trompeur et recèle des facteurs de division et de haine. Dans le mensuel L'Arche, M. Roger Ascot, rédacteur en chef, écrit « Le danger est là. Il importe que les hommes de bonne volonté, et les juifs en particulier, qui savent que la discrimination conduit fatalement à Auschwitz, se regroupent et pèsent afin que la doctrine sécuritaire, marchepied du racisme, reste isolée, marginalisée. Enfin, les associations Bnei Brit lancent un appel à la vigilance, attirent l'attention des partis de la nouvelle majorité contre toute tentation de vouloir reprendre les slogans extrémistes sur l'insécurité et les idées xénophobes à l'encontre des immigrés, et rappellent aux représentants de ces partis leurs engagements pris, au cours des forums du Bnei Brit, devant la communauté, de ne s'allier en aucun cas au Front National. 1986. Directive du Bnei Brit adressée aux politiques français, concernant l'arc républicain. Le Front National, c'est pas qu'il n'est pas compatible avec les lois de la République, il n'est pas compatible avec la domination oligarchique. Pas d'amalgame, c'est tout ce que ça veut dire. Alors Marine Le Pen, qui a compris ça, parce que son père lui a expliqué et qu'il a compris, s'est dit, si je veux arriver au pouvoir, il faut absolument que je continue la logique électoraliste du discours politique et médiatique, mais il faut aussi que je réintègre l'arc républicain. Derrière Marine Le Pen, qui est irréprochable personnellement. Donc elle a fait tout ce qu'il fallait pour ça. C'est-à-dire jusqu'à virer son propre père. Elle parle pour la première fois depuis que son père a été exclu du Front National. Selon Marine Le Pen, cette décision était un passage obligé pour le parti. Son comportement extrêmement hostile était devenu une entrave à la bonne marche du parti. Il n'était pas possible de laisser la situation en l'état. Je mets l'intérêt du front au-dessus de tout. Et la présidente du FN de déclarer qu'il n'était plus en accord avec la ligne politique du mouvement. Et donc Marine Le Pen se retrouve dans la situation où elle monte dans les sondages, parce que ses positions sur Schengen, sur l'Union européenne, sur la défense du travailleur français sont totalement les plus saines. Il faut une suspension immédiate de Schengen, tout de suite, maintenant. C'est prévu par les textes. On ne circule plus librement au sein de l'Union européenne. Non, on ne circule plus librement quand nous sommes pour tout le monde, face à une pour vous, pour moi. Mais ça vaut pour tout le monde quand on est face à une submersion migratoire. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières. Deuxièmement, il faut rétablir les véritables critères sérieux du droit d'asile qui aujourd'hui ont été totalement dévoyés. Il faut lancer le signal que nous ne pouvons plus accueillir personne aujourd'hui en France, alors que nous sommes submergés et que notre système de protection sociale est en danger, que la cohésion de notre société est en danger. Donc le Front National, comme le fait d'ailleurs Éric Zemmour par ailleurs, produit la critique saine et légitime de la dérive politique dans laquelle on est. Donc, électoralement, malgré la diabolisation, les mensonges, les réseaux, etc., les votes Front National montent. Et Marine Le Pen se dit, je suis à 30, 40. Malheureusement, il faut, dans le système à 2 tours qui a bien été mis en place, il faut qu'elle arrive à 51. Et là, la dernière fois, elle s'est dit, il y a les régionales, les sondages sont bons. On voit que les candidats Front National font 35-40% au premier tour. Et après, il faut transformer l'essai au deuxième. Et là, elle se dit, je vais avoir la paix des braves des élites d'amalgame, puisque j'ai viré mon père, c'est pas rien. Virer son père, son propre père fondateur du mouvement comme un malpropre, c'est vraiment donner des signes d'allégeance. Marine Le Pen n'est pas une personne fréquentable, ni irréprochable, aussi longtemps qu'elle continuera à ne pas se désolidariser des propos de son père pour lesquels il a été condamné par la justice. La question, c'est est-ce qu'il peut continuer à parler au nom
du Front Et National. votre réponse est? Moi, ma réponse est non. Je pense qu'il ne doit plus pouvoir parler au nom du Front National. Je donne des signes d'allégeance à Israël. Je dis que je lutte contre l'islam en France. Je dis que je protège les Juifs. Enfin, elle fait vraiment la totale des totales. On ne peut pas faire plus. D'abord, moi, je voudrais dire que s'il existe une Ligue de défense juive, c'est qu'il y a un grand nombre de Juifs qui se sentent en insécurité. Et ils ont le sentiment que monte un nouvel antisémitisme en France. Pourquoi n'iriez-vous pas à Auschwitz? Non mais c'est intéressant. Non mais la question, pourquoi vous n'iriez pas à Auschwitz? Mais pourquoi j'irais pas? C'est une bonne question. Pourquoi j'irais pas? Peut-être j'irai. Peut-être j'irai. En attendant, regardez le film de Claude Lanzmann, Shoah. Ça sera une occasion d'apprendre. Et puis elle a effectivement Louis Alliot, que je n'avais pas qualifié de condumois vraiment par hasard, hein, qui m'a fait condamner et qui me fait saisir en ce moment, je le rappelle, hein, je suis en ce moment saisi sur mes comptes, sur mes salaires, etc., à la demande de Louis Alliot, parce qu'il m'a fait condamner, parce que je l'avais traité de condumois. Alors le père de votre mère était juif. Vous êtes juif, Salomon? Oui, c'est ça. Et en gros, on va avoir la paix avec le CRIF et le Grand Orient, et ils vont nous laisser... ils vont laisser librement se dérouler le jeu démocratique électoral. Plus surprenant encore, Marine Le Pen est soutenue par un frère du Grand Orient, la principale obédience en France, classée à gauche. L'homme qui a convaincu Valérie Ledoux-Guet de rejoindre la cause mariniste, c'est Louis Alliot, vice-président du mouvement et compagnon de la présidente du FN. Alors tu as la chance de l'avoir la compagne que tu as, mais je crois que la réciproque est vraie aussi. Parce qu'aujourd'hui aussi tu prends des risques, hein, tu invites des gens qui ne sont pas membres du Front National. Or que s'est-il passé malgré tous ces signes, ces déclarations d'allégeance et de soumission de Marine Le Pen à l'oligarchie dominante? Pas d'amalgame. Entre les deux tours, sont montés vent debout contre elle, son parti et ce qu'elle représente, et donc contre ses candidats qui étaient en tête. À chaque fois, interdiction de voter Front National au deuxième tour décrétée par le CRIF et le Grand Orient. J'appelle, en tant que grand maître du Grand Orient, au désistement républicain, qu'ils viennent de la gauche ou de la droite, les partis arrivés en troisième position doivent se retirer. L'esprit républicain doit prévaloir sur toute autre considération. Daniel Keller, 7 décembre 2015. Le CRIF appelle à voter massivement dimanche prochain pour faire barrage au Front National, parti xénophobe et populiste. Ne laissons pas la République reculer. Nous avons un devoir de mémoire, et le devoir de nous rappeler qu'il y a eu beaucoup de vichistes, de négationnistes, de pétainistes au FN et que ceux qui se reconnaissent dans ces idéologies y sont encore. Roger Kuckerman, 10 décembre 2015. Donc là, Marine Le Pen a découvert qu'il ne suffisait pas d'être antiraciste pour que la paix des braves subvienne. Elle a été totalement trahie par les promesses qui lui ont été faites. Et il ne lui est resté que ses soumissions, les allégeances et le meurtre de son père pour rien. Le Front National de Marine Le Pen n'est finalement parvenu à remporter aucune région française alors qu'il était arrivé en tête dans 6 d'entre elles au premier tour. Ni la présidente du FN ni sa nièce Marion Maréchal Le Pen ne sont parvenus à transformer leur score élevé du premier tour en victoire électorale. La droite gagne 7 régions sur 13, la gauche en conserve 5 et ce sont les autonomistes qui l'ont emporté en Corse. Les Républicains ont bénéficié du retrait des candidats PS dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie et en PACA. Donc là, elle se trouve confrontée à deux choses. C'est un changement de stratégie, c'est-à-dire que la soumission affichée au CRIF ne lui permettra jamais de prendre le pouvoir par les voies démocratiques et par les urnes. C'est pas possible. Et deuxièmement, si elle veut y arriver quand même, de toute façon, où va-t-elle trouver les 10 ou 11% qui manquent? Elle ne les a pas. Celui qui les a, c'est moi. C'est ma ligne. C'est égalité et réconciliation. C'est aller chercher les musulmans patriotes. C'est ne pas jouer le jeu de la guerre civile. Le Front National, sa chance, c'est qu'il avait un coup d'avance. Jean-Marie Le Pen a dit en 1973 que le problème en France, ça serait l'immigration incontrôlée et tout ce que ça comporte, dont l'islamisation de la France. Il avait raison. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier, parce que les gens, vis-à-vis des travailleurs, ont une attitude normale, et d'ailleurs qui ressemble à la nôtre, mais vis-à-vis de tous les gens qui viennent se faire soigner en France et qui franchissent des frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine, et je pense qu'il y a là un véritable impact de notre campagne. Vous savez très bien comme moi que se constituent, hélas, dans tous les pays de France, de véritables ghettos, de véritables villes étrangères, où d'ailleurs la police n'ose plus entrer, et que nous nous trouvons là devant un problème qui constitue les prémices du problème libanais.
Et quand le Front National insiste sur le danger que représente l'immigration, sur le plan de la sécurité intérieure, voire extérieure, c'est parce qu'il voit se constituer sous ses yeux quelque chose d'analogue à ce qui s'est produit. Le résultat de cette politique irresponsable qui coûte 250 milliards de francs par an, et que je n'ai cessé de dénoncer depuis 1972, c'est l'invasion de quartiers entiers par des populations venues du tiers-monde. C'est pour beaucoup de nos compatriotes le sentiment légitime de n'être plus chez eux dans leur propre pays. Aujourd'hui, tout le monde dit la même chose que lui et il a été viré. Il n'y a pas simplement un problème d'immigration, il y a un problème d'un certain type d'immigration avec l'identité française. Ça s'entend dans le rap à longueur de journée, il s'agit de baiser la France. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. On ne peut plus analyser ça comme quelque chose comme un phénomène social. C'est un phénomène politique et culturel qu'il faut traiter politiquement et culturellement. Mais on ne va pas dire c'est la faute à la société. Il y a eu beaucoup d'argent mis dans les banlieues. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. C'est-à-dire que le Front National n'a plus un coup d'avance. Et quand le Front National n'a plus un coup d'avance, tout le monde va voter pour un autre parti que le Front National, parce qu'ils auront l'anti-islam et l'anti-immigration sans comment dirais-je, la diabolisation. Or, pour que le Front National maintienne un coup d'avance, c'est ce que j'ai voulu expliquer à Marine Le Pen, c'est ce que peut-être Philippot a compris un peu, et c'est ce qu'ont compris beaucoup de gens dans l'entourage de Marine Le Pen, il faut que le Front National ait encore un coup d'avance, maintenant qu'il a été rattrapé par Finkielkraut, par Zemmour, par le Parti Socialiste, par Bernard-Henri Lévy, par l'UMP, les Républicains, etc. Et le coup d'avance du Front National, c'est quoi? C'est la réconciliation nationale. C'est-à-dire nous qui sommes des patriotes, qui ne sommes pas soupçonnés de soumission à qui que ce soit, qui avons annoncé la catastrophe de l'immigration, qui avons même annoncé la catastrophe d'une certaine islamisation, nous allons être ceux qui allons permettre de sortir de la guerre civile, nous allons être ceux qui allons sauver la France par une France apaisée, qui est le slogan actuel de Marine Le Pen, qui est le slogan que je propose au Front National depuis que je suis parti, et qui est le seul slogan, la seule ligne de réconciliation nationale qui peut permettre au Front National de passer de 40 à 51% et d'appliquer un projet politique non pas d'angoisse et non pas, comment dirais-je, de guerre civile, mais un projet politique de sauver la France par le haut, par l'assimilation, par le patriotisme et par la main tendue à tous, alors que tous les autres partis dans la main de l'oligarchie travaillent à la guerre civile. Et en numéro 1, le Parti socialiste de Manuel Valls, qui par tout ce qu'il fait amène à la guerre civile par l'islamisation, par la lutte contre l'islamisation en même temps, par l'immigration incontrôlée et par la dénonciation de l'immigration, par la non-gestion de la crise économique, par la soumission aux directives de Bruxelles, etc., etc. C'est-à-dire que, je le dis aujourd'hui face à la caméra, Alain Soral, qu'on prend pour un allumé, avait la vision juste pour l'avenir du Front National, et Marine Le Pen, conseillée par un qui pensait qu'il suffisait de dire qu'on faisait risette au CRIF, qu'ils arriveraient au pouvoir par la paix et par les urnes. Ils viennent de découvrir aujourd'hui qu'ils se sont fourvoyés, malheureusement. C'est un peu tard, voilà, c'est un peu tard, parce qu'avec toutes les bêtises qui ont été commises, aller chercher aujourd'hui les 10% de votes qui leur manquent et qui sont les gens qui me respectent, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, ils viennent de faire ils essayent, puisque la prochaine affiche, c'est la France apaisée. Mon espoir, c'est ça. Mon espoir, c'est la France apaisée. Moi, je crois qu'il y a une grande opération de réconciliation à effectuer dans notre pays. Il faudrait expliquer pourquoi la France apaisée, avec qui et comment. Effectivement, ce n'est pas la France de Manuel Valls et de Sarkozy, d'ailleurs, qui n'existe même plus. La France apaisée, là, on va venir à une autre analyse, ça sera celle de Juppé. Hein, voilà, parce que c'est déjà perdu. À cause... Par la bêtise de ne pas avoir compris ce dont je parlais, le Front National a déjà perdu, à mon avis, les présidentielles de 2017. Et ça va aller bien plus loin, parce que là, je vais poursuivre mon raisonnement. Le Front National vient de lancer une étude en interne. Et cette étude en interne dit que ce qui empêche au Front National de progresser maintenant pour passer ce plancher de verre ou ce plafond de verre qui les empêche d'aller de 40 à 50, qu'est-ce que disent ces études? C'est que le problème, c'est qui? C'est pas Jean-Marie Le Pen, c'est Marine Le Pen elle-même qui devient le problème. Octobre 2015, les responsables du Front sont réunis au siège. Ils ont entre les mains ce document, un mauvais sondage. À la question « Marine Le Pen est-elle sectaire ?» Oui, 67%. Un an plus tôt, elle était jugée agressive, 73%. Les défauts persistent, un proche confie, c'est cela qu'il faut corriger d'urgence. C'est-à-dire que Marine Le Pen, après avoir tué son père au nom de la dédiabolisation, commence à se rendre compte par ses stratégies et d'allégeance, et d'ailleurs autres,
que le problème du Front National pour aller au pouvoir, c'est elle. Et ça devient maintenant le discours de fond du Front National. Hein, Marine Le Pen devient le problème. Hein. Et là, nous avons comme par hasard, en triumvirat, en embuscade, nous avons un Philippot qui, je vous le rappelle, est homosexuel et énarque, et qui est gaulliste, hein, qui n'est pas lepéniste. Mais pour moi, nous sommes aujourd'hui un parti clairement gaulliste, dans le sens où nous défendons... Le Front National est un parti nous gaulliste. défendons clairement le projet pour la France du général de Gaulle. Donc lui, c'est pas un problème pour l'oligarchie et pour continuer à progresser vers plus de votes. Il est moins anxiogène, il est moins lepéniste. Marine Le Pen est dans une dérive depuis quelques mois de provocation absolument répétée. Ça heurte mes convictions, comme ça heurte les convictions de Marine Le Pen, et ça heurte tout le monde au Front National, parce que c'est tellement éloigné de ce qu'est le Front National. Hein, nous avons Maître Collard, ancien lambertiste, avocat, sans doute franc-maçon aussi, marseillais. Sur les réseaux sociaux, Collard assume son appartenance à la franc-maçonnerie. Il dit être frère depuis l'âge de 18 ans. L'avocat médiatique se revendique de la Grande Loge nationale de France. Qui, effectivement, lui, n'est pas un problème. Israël n'est pas un État raciste. Il n'y a pas d'apartheid. Mettez-vous ça dans la tête. Et nous avons le troisième, Robert Ménard, ancien patron de Reporters sans frontières, donc très lié aux ONG atlantistes. La face cachée de Reporters sans frontières, donc c'est un bouquin qui s'en prend de façon très très virulente à l'association Reporters sans frontières et à son directeur général autoproclamé Robert Ménard. Oui, en fait, ça s'en prend de façon très très virulente au mensonge. Et donc c'est un livre qui, tout tranquillement, rétablit des vérités, et des vérités sur ce qu'est cette fausse ONG, qui est en vérité une épicerie compassionnelle et qui, de surcroît, fonctionne en partie avec des fonds qui sont versés par des sociétés qui sont des paravents de la CIA. Donc homme validé par la CIA et le pouvoir américain. Et je vous garantis que ce triumvirat-là a tout à fait dès maintenant les moyens de persuader, non, pas les électeurs du Front National, le directeur du Front National, que Marine devient, après son père, le problème. Et Marine, ayant tué son père, est finalement nue face à la question de la délopénisation intégrale. Est-ce que vous allez changer de nom? Moi, je suis pour le Vous y changement. êtes favorable? Voilà, moi, je suis favorable au changement, non pour une raison très simple. Monsieur Philippot aussi, je crois. Monsieur Philippot aussi, oui. Monsieur Ménard. Monsieur Ménard aussi, oui. Mais vous n'êtes pas au Front National. Donc Marine Le Pen, aujourd'hui, est la prochaine à éliminer du Front National si le Front National veut un jour atteindre le pouvoir par les urnes. Mais ça sera un Front National dans lequel il n'y aura plus de Front National du tout. Et sur quoi peut s'appuyer, effectivement, cette révolte interne du Front National pour que ça se voit pas trop que c'est une élimination comment dirais-je, du lepénisme et de l'insoumission? Il y a la carte de la nièce. Et puis il y a Marion Maréchal Le Pen, 26 ans. Marion, elle fait moins peur aux gens, reconnaît l'entourage de Marine Le Pen. Marine Le Pen a aujourd'hui une rivale très très dangereuse, qui est sa nièce, qui, on va le dire, est bien meilleure qu'elle. Je ne sais pas si Madame Le Pen sait combien nous avons de pôles de compétitivité qui ont été implantés dans notre région. Est-ce que vous le savez? Oui, on en a 11, vous n'allez pas me faire le coup à chaque fois du quiz, c'est quand même incroyable. Ça. Et vous savez quelles sont leurs dominantes? Oui, je connais leurs dominantes. Attendez, on va pas commencer à jouer à ça, parce que si vous voulez, systématiquement, vous arrivez avec vos notes, et je suis pas votre élève, et c'est pas un quiz, monsieur Estrosi. Et vous avez raison, vous avez été ministre de l'Industrie, on a perdu 100 000 emplois industriels sous votre ministère. Merci de me permettre de le rappeler. Elle a un meilleur potentiel, elle est plus jolie, elle est plus calme, elle est mieux formée politiquement et elle a une marge de progression infinie, alors que Marine Le Pen ne fait que décliner. Elle est de plus en plus fatiguée, de plus en plus moche. Hein, voilà. Et puis de plus en plus usée même en termes de modernité médiatique. Et le vrai danger, c'est le fondamentalisme islamique. C'est lui qui tue en Irak, c'est lui qui tue en Afghanistan, c'est lui qui tue en Libye, c'est lui qui tue, etc. C'est aujourd'hui le danger, le fascisme vert, ce que j'appelais le fascisme vert, et contre lequel il faut lutter, c'est le fondamentalisme, voilà, islamique. Et puis elle a aboyé depuis 2-3 ans comme elle n'aurait jamais dû aboyer. Et je veux dire, elle symbolise, par la sortie de l'euro, par ses aboiements, par son arrogance, par son ton, elle symbolise l'instabilité. Voilà. Et les Français, ils veulent qu'on règle la crise en douceur. Voilà. Et ce que je dis, moi, c'est que si Marine Le Pen ne gagne pas les présidentielles de 2017, elle sera putschée, elle dégagera du Front National, et peut-être même qu'elle se retirera d'elle-même. Hein. Voilà, parce que c'est pas une professionnelle de la politique, elle a 3 enfants, et à la limite, elle est arrivée là par hasard, et elle est épuisée physiquement. Elle n'a pas le profil naturel, ce qui est plutôt un compliment que je lui fais. Donc de toute façon, si elle n'arrive pas à être présidente de la République en 2017, elle sautera. C'est une évidence. Deuxièmement, elle sautera encore plus si elle n'est pas au 2e tour de la présidentielle. Or, Marine Le Pen a été entièrement manipulée
et flatté. À New York, sur un tapis rouge, Marine Le Pen en robe de soirée. Cette scène inhabituelle a eu lieu mardi soir, lors du très sélect gala en l'honneur des 100 personnalités les plus influentes du monde, désignées par le magazine Time. Et malheureusement, elle est sensible à la flatterie, parce que pas assez formée politiquement, et parce que c'est une bonne femme et tout ce que vous voulez. Elle est persuadée que le seul problème, elle, c'est pas d'être au deuxième tour, c'est de gagner le deuxième tour. Or moi, je partage cette analyse depuis un moment avec d'autres gens qui d'ailleurs ont quitté le Front National, c'est que le système ne la laissera jamais être au deuxième tour. Là, je vais poursuivre mon analyse. Il ne faut pas qu'elle soit au deuxième tour face à François Hollande. Hein, parce qu'au deuxième tour, face à François Hollande, elle peut gagner. Jamais le système ne prendra le risque que Marine Le Pen puisse gagner au deuxième tour face à François Hollande. Et pour que Marine Le Pen ne soit pas au deuxième tour face à François Hollande, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il y a comme condition? 1, que Marine Le Pen ne soit pas au deuxième tour. Et 2, que François Hollande ne soit pas candidat. Ça, c'est mon analyse jusqu'au bout. Je vous garantis que le système est en train de mettre en place, par les médias, un espèce de pré-match, une double primaire chez les Républicains et chez les démocrates, à l'américaine. Une primaire à droite dont sortira vainqueur Juppé. Il est plus que jamais le grand favori. Face à Nicolas Sarkozy, Alain Juppé remporterait haut la main le second tour de la primaire. Il creuse même l'écart en gagnant 4 points ce mois-ci. C'est déjà fait pour moi. Sarkozy est un candidat one-shot comme Giscard. Il ne reviendra jamais. C'est un ringard. Il a commis toutes les erreurs qu'il ne fallait pas commettre pour durer. Il était une fois un style en rupture, assumé dès le premier soir de son élection. Tout commence par un dîner au Fouquet's, entouré de stars du showbiz, suivi d'une courte croisière maltaise sur le yacht de son ami milliardaire Vincent Bolloré. Les socialistes Bernard Kouchner et Hubert Védrine feront-ils partie du prochain gouvernement? C'est fort possible. Nicolas Sarkozy, en tout cas, leur a proposé des postes importants. Une ouverture à gauche qui fait grincer des dents. Le régime de Kadhafi a-t-il financé la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy? Oui, a affirmé ce jeudi l'ex-premier ministre libyen. Samedi déjà, le site d'information français Mediapart publiait un document assurant que Tripoli aurait accepté de financer cette campagne à hauteur de 50 millions d'euros. C'est une affaire d'État énorme. Un politicien payé, recevant de l'argent d'une puissance étrangère. Hein, c'est-à-dire, il a cassé tous les codes de la politique traditionnelle. Il ne reviendra jamais. Je vous dis, moi, que Juppé est le candidat de la droite d'ores et déjà, et il est validé par les Américains. Sarkozy le sait, puisque par Mariani, il essaye de passer par les Russes et Poutine. Parce que lui, son seul truc marrant, c'est comme c'est un colérique un peu à l'ancienne, il ne veut pas lâcher le morceau. Mais il a déjà été mis sur la touche par l'oligarchie mondialiste. Hein. Donc Juppé va être le candidat de la primaire à droite. Et à gauche, moi je vous l'annonce déjà, Hollande ne peut pas être le candidat, parce que si Hollande est le candidat, Marine Le Pen risque d'être au deuxième tour, car Hollande, personne n'en veut. Et c'est pour ça que l'oligarchie est en train de nous préparer Valls. Le meilleur candidat pour 2017, selon une majorité de sondés, c'est Manuel Valls. Il obtient 29% d'opinion positive chez les sympathisants de gauche comme chez l'ensemble des Français. Nous faisons tout pour lutter contre le terrorisme et en disant aussi la vérité aux Français. Ils sont en train de nous préparer Valls comme un Sarkozy de gauche, pour ne refaire le coup de la dernière fois, mais à gauche. C'est-à-dire que l'oligarchie est en train de mettre en place une double primaire avec Juppé qui gagne contre Sarkozy à droite, et Sarkozy bon lapsus, et Valls qui gagne contre Hollande à gauche, parce que tout le monde admettra que Valls est un bien meilleur candidat pour que la gauche soit présente au deuxième tour, ce qui est fondamental. Et tout le monde vous produira la même analyse que moi, que si c'est Juppé qui est gagnant de la primaire à droite et que Hollande est reconduit automatiquement en tant que président sortant, le danger est un deuxième tour Juppé-Marine, qui est un suicide pour le Parti socialiste. Arrive largement en tête Alain Juppé avec 55% d'intention favorable. 18 points derrière, la présidente du Front National, Marine Le Pen, arrive en deuxième position. Un seul petit point d'écart la sépare du Premier ministre, Manuel Valls, qui apparaît comme le candidat de la gauche pour 2017, avec 36% d'intention favorable. Donc, le Congrès socialiste
c'est déjà en train de se mettre en place, dira que pour le salut du Parti Socialiste et pour la France, et pour empêcher Marine Le Pen d'être au deuxième tour et même de risquer de gagner, il ne faut pas que Hollande soit candidat. Et donc, avec ce cirque-là où on nous met deux super champions, un Valls qui est un candidat de droite avec une étiquette de gauche, et un Juppé qui est un candidat de gauche avec une étiquette de droite, parce que le plus à droite des deux, sur tous les sujets, c'est Valls. Là, on va lancer un match intéressant à l'américaine qui fait que les Français seront capables, au premier tour, de voter de telle sorte que Marine ne soit pas au deuxième tour. Et c'est déjà l'oligarchie qui nous dirige et qui me persécute parce que moi, je comprends tout mieux que les autres. L'oligarchie, pas d'amalgame, qui donne tous ses ordres aux élites médiatiques, sont déjà en train de nous préparer, et je ne pense pas dire de bêtises en disant ça, comment dirais-je, un cirque électoral et électoraliste pour la présidentielle de 2017, dont le résultat pratique sera l'élection de Juppé, c'est l'alternance à droite, un Juppé qui est le candidat et le président de toutes les soumissions oligarchiques, vous pouvez le vérifier, mais qui est par ailleurs un vrai Français, catholique. J'évoque les racines chrétiennes de la France, parce que c'est une évidence que la France ait des racines chrétiennes. C'est pas parce que Sarkozy le dit que je vais pas le dire. C'est un fait. Comment voulez-vous comprendre ce qui se passe dans nos villages, avec le clocher de l'église? Chiracien historique, sacrifié pour Chirac. Je dois beaucoup à Jacques Chirac. C'est lui qui m'a introduit dans le milieu politique, c'est lui qui m'a fait confiance. Celui qui est probablement le meilleur d'entre nous. Notre secrétaire général, Alain Juppé. Excellent maire de Bordeaux. Alain Juppé triomphe. Il est réélu en fanfare. Avec 61% des voix, son 4e mandat commence sur un record. Le meilleur score que j'ai jamais réalisé à Bordeaux. Mais en tout cas, il a exactement le profil, justement, du président de la France apaisée, qui n'a absolument pas Marine. Mais d'abord, un mot notamment de la création de ce nouveau petit parti, le parti Réconciliation Nationale, qui a été lancé par Dieudonné et Alain Soral, un parti qu'il qualifie d'antisystème, je les cite. Je veux dire, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, la moitié, je suis gentil, 99% de ce qu'ils disent n'ont aucun sens, et l'un et l'autre. Juppé est celui qui peut faire sauter Marine du deuxième tour, et comment dirais-je, Valls aussi. Valls, candidat sécuritaire, sioniste, considéré comme anti-musulman et de droite, il pique les voix à Marine Le Pen. Juppé, candidat de la France apaisée, de la droite, de la bourgeoisie, de la non-déclaration de guerre, comment dirais-je, à l'euro, est aussi le candidat qui, au premier tour, pique des voix à Marine. La double candidature, Valls à gauche, Juppé à droite, est le piège mortel qui fait que Marine Le Pen ne sera pas au second tour. Hein, et que nous aurons Juppé comme candidat comme dirais-je, futur président de la République, d'ailleurs ça va plaire à peu près à tout le monde, avec Valls qui sera son sparring partner pour perdre et peut-être gagner le coup d'après. Marine Le Pen qui ne se retrouve pas au deuxième tour, comme a fait Jospin le soir même, dit qu'elle quitte la politique. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Hein, voilà. Et le Front National, qui aura changé de nom ou pas, passe sous contrôle du triumvirat Philippot, comment ça Collard-Ménard, avec peut-être, pour faire passer la pilule, la petite Marion Maréchal en je sais pas quoi, en figure de proue, parce que c'est vrai qu'elle présente bien, voilà. Et la question sera réglée parce que de toute façon le danger sera écarté. Après on change de monde, on change d'époque, c'est fini. Et voilà. Et je pense que ça, je prends beaucoup de risques en disant tout ça parce qu'évidemment je peux me tromper. Mais un intellectuel, c'est quelqu'un qui propose quelque chose qui est, un, en avance sur son temps, et qui, deux, qui peut être une solution par le haut. Sinon, c'est pas un intellectuel, c'est un abruti ou un escroc. Voilà. Et donc, cette analyse, je la fais maintenant. Ça fait déjà des mois et des mois que je la fais dans ma tête et que j'en parle à des hauts cadres du Front National, que je fréquente toujours, hein, évidemment. Et vous verrez que même si ça n'arrive pas, c'est le piège mortel et le piège génial qui est en train de préparer l'oligarchie en ce moment, pour éviter quelque chose qui leur fait très peur, qui est un deuxième tour Marine-Hollande. Et je le dis pour qu'il n'y ait pas un deuxième tour Marine-Hollande, il faut que Marine ne soit pas au deuxième tour et que Hollande ne soit pas candidat. Voilà. Alors ça va, merci beaucoup. Je vous remercie à tous de votre fidélité. Je vais continuer le combat et faire de mon mieux. Vous vous rendez compte que ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus dangereux. Et j'espère, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, j'espère votre fidélité discrète, je ne vous demande rien de plus, dans ce combat qui est maintenant, c'est certain, un combat pour la survie de la France. Merci à tous.